Bonjour à tout le monde, nous allons commencer cette première séance qui lance la deuxième saison du cycle pour un numérique critique et humain. Dans cette deuxième saison, je suis très heureux d'accueillir Marc Ouniadi, professeur de philosophie morale et politique à l'UCL. Je rappelle que le cycle est une initiative lancée par plusieurs associations, le PAC, le XARA, l'IBREX, Art République, Culture et Démocratie, le CESEP, la Concertation des centres culturels bruxellois, Revue Nouvelle et Point Culture. Alors, si c'est assez à la mode de s'interroger sur le numérique, on voit apparaître partout des conférences, des publications, etc., je crois qu'on se différencie peut-être en voulant travailler sur la longueur. On a fait une saison, on fait la deuxième saison, donc on veut creuser les questions et les problématiques. Et l'objectif, pour ceux qui ont suivi la première saison, c'est d'arriver à une formation continue pour les métiers de la culture à partir de l'automne 2017. Et ce projet avance bien. Il y a déjà un canevas, il y a déjà des pistes de travail, etc. Donc je pense qu'on sera dans le timing. Notre volonté est aussi d'avancer en créant des outils partageables, mutualisables, pour les gens qui sont dans les métiers de la culture, mais aussi pour les publics qui sont intéressés plus largement par les enjeux culturels dans la société. Alors d'abord, il y a les conférences qui sont filmées et qui sont éditées après sur la chaîne YouTube de Point Culture et qui sont pas mal consultées quand on regarde le nombre de visions, de clics, c'est parfois assez impressionnant. Il y a un dossier qui va être publié par Revue Nouvelle et qui sera dans les librairies vers le 22-23 décembre. C'est un dossier directement inspiré par les conférences et les intervenants de la première saison. Et Culture et Démocratie va sortir un livre dans sa collection 9 essentiels. Là, c'est un ouvrage un peu plus costaud de 84 pages. C'est bien ça, Hélène ? 84, 85 qui reprend aussi certains contenus, quelques articles de fond en lien avec la première saison, et qui surtout, c'est la philosophie de cette collection, qui passe en revue une bibliographie avec des fiches critiques des livres à lire, etc. Alors, le premier cycle, c'était, on se lançait, on a fait un tour d'horizon, on a travaillé beaucoup sur les algorithmes, leur fonctionnement, leurs origines, leurs usages, leurs implications, leurs impacts dans la société. Nous avons aussi, avec Yves Citon, examiné les fondements de l'économie de l'attention et posé la nécessité de la contrer par une écologie de l'attention. Et nous avons terminé en juin par une introduction au principe des communs, la création de nouveaux communs, avec Christian Laval. Pour cette deuxième saison, dont vous pouvez trouver le programme là, sur un petit folder ici, qui va jusque juin. On va creuser les questions autour du transhumanisme, notamment les questions de l'intelligence artificielle. Et qui dit intelligence artificielle dit aussi s'interroger sur c'est quoi l'intelligence dans la société, ce qui devient des sujets tabous dans cette neutralité néolibérale dont parlera notre invité aussi aujourd'hui peut-être. Enfin, il en parle dans son livre quelque part. Nous creusons la question des communs avec deux invités, notamment Hervé Lecronier, mais aussi avec Marc Ouniadi qui, dans son livre, en parle de ces communs. Je vais en dire quelques mots. On aura aussi une séance sur c'est quoi vivre sans connexion, c'est quoi vivre sans smartphone, etc., avec quelqu'un qui a écrit un ouvrage, enfin un sociologue qui a fait une enquête là-dessus. Et nous aurons au mois de mai toute une journée la plus pratique avec des ateliers sur les alternatives numériques, les pratiques alternatives numériques. Pour ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes de la première saison, je vais très rapidement rappeler les motivations de ce cycle pour un numérique critique et humain. Donc vous avez vu, ça part d'associations culturelles, socioculturelles qui travaillent sur le terrain, en éducation permanente ou dans la programmation culturelle, et qui, à un moment donné, sentent que quelque chose leur échappe dans leur mission. Leur mission, c'est d'activer dans la société civile, dans le tissu urbain,
dans les populations, dans les habitants, au contact des citoyens et citoyennes, c'est d'activer, de mettre en œuvre ce qu'on appelle les politiques culturelles publiques. Alors, il y a beaucoup de définitions de c'est quoi les politiques culturelles publiques. On pourrait dire c'est favoriser des pratiques culturelles, une relation à la culture qui fasse en sorte que le sensible, l'intelligence, le cerveau, les facultés humaines ne tombent pas toutes dans la logique marchande, dans la logique du bénéfice, du privé, etc. Alors c'est des gens qui travaillent sur l'éducation aux médias, sur la construction d'outils critiques, d'ouvrir la réflexion, la prise de conscience sur une certaine autonomie par rapport à ces choix, les choix que l'on fait tous les jours en termes de qu'est-ce que je vais avoir comme expérience esthétique, avec quel type d'œuvre, comment, qu'est-ce que j'en tire, etc. Donc, toutes ces personnes qui, dans le réseau dit des travailleurs culturels, des métiers de la culture, qui travaillent au quotidien, il y a un sentiment que quelque chose échappe, sur lequel on n'a plus vraiment prise. Alors, c'est quelque chose qui vient avec le numérique, qui apparaît, qui est exacerbé avec le numérique. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de nous rendre compte par nous-mêmes de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le numérique change dans les manières de vivre. Je garde le terme mode de vie pour l'orateur du jour et dans le cas bien précis où il le développe. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les manières de vivre aujourd'hui, dans notre relation à la culture, à la société, qui font que nos actions dans le terrain de la culture, dans nos métiers de la culture, on a l'impression que ça ne sert plus vraiment, ça n'a pas le même impact, enfin, ça coince. Alors, effectivement, c'est porté par le numérique, mais en découvrant le livre de Marc Hunyadi, grâce à l'ouvrage de Bernard Stiegler, qui en parle plusieurs fois dans son ouvrage sur la disruption, je me suis dit, tiens, là, il y a une tentative d'expliquer cette chose invisible contre laquelle on se bat au jour le jour, qu'on ne parvient pas à identifier, et qui rend un peu impuissants nos actes et nos actions d'acteurs culturels sur le terrain, dans la société civile. Et c'est la manière dont Marc Hunyadi conceptualise et définit le mode de vie. Donc, il met des mots sur quelque chose qu'au jour le jour, on sent comme un obstacle et contre lequel il est très difficile de se battre ou d'imaginer une réaction ou d'imaginer une parade ou une action culturelle spécifique parce qu'on n'a pas de mots pour définir cette chose qui nous englobe et qui fait qu'on ne sait pas vraiment contre quoi on se bat. Alors je pourrais... Par exemple, il y a une réponse... une indication de réponse dans le livre La tyrannie des modes de vie, vers la fin, quand l'auteur écrit « En identifiant les modes de vie comme tels, on donne en effet aux acteurs sociaux les moyens de saisir ce qui précisément leur échappe, et ça semble exactement correspondre à ce que nous cherchons à identifier, à rendre visible, pour pouvoir nous en emparer dans différents métiers de la culture. » Je voudrais terminer par deux rebonds, deux parallèles, et qui vont s'expliquer aussi, s'éclaircir dans le courant de la conférence. J'ai eu l'occasion de visiter l'exposition Soulèvement au Jeu de Paume, donc une exposition mise sur pied par Georges Didier Huberman, qui fait une sorte de parallèle entre certaines formes esthétiques dans l'art et une certaine manière de voir des gestes esthétiques d'action dans des manifestations, dans des actions politiques, etc., des manifestations. Et on voit évidemment beaucoup de documents, de témoignages, où des personnes sont en lutte, de manière réelle, concrète, dans l'espace public, contre des oppressions vraiment concrètes, bien identifiées. En même temps, quand on parcourt toute l'exposition et qu'on voit les regards, qu'on voit les sortes de gestes, les manières de se rassembler, les manières de faire corps ensemble pour agir contre quelque chose, on a toujours cette impression d'un fil aussi continu, qui est on se bat aussi contre quelque chose qui n'est pas identifié, qu'on ne parvient pas à changer. Donc on a peut-être un ennemi, on se bat contre quelque chose de bien identifié, mais on a aussi conscience que changer quelque chose, changer ce que l'on veut changer, ça devrait aussi s'adresser à une autre sorte de cible et qu'on ne parvient pas à identifier. Donc il y a quand même toujours cette impression d'avoir un ennemi inconnu, invisible, qui n'est pas tout à fait conscientisé. L'autre exemple est quelque chose de très concret et qui concerne la mise en place des politiques culturelles chez nous. Donc j'ai été impliqué dans la coupole démocratie culturelle, dans l'opération Bouger Ligne lancée par
la ministre Joëlle Milquet pour redéfinir les politiques culturelles du XXIe siècle. Et dernièrement, nous avions une réunion pour opérationnaliser certaines choses en lien avec la médiation culturelle. Et donc, une des priorités, c'était, on était tous d'accord, on dit qu'il faut mettre en place une formation à la médiation culturelle transversale pour tous les métiers de la culture, etc. Et une participante à cette réunion disait, mais ça va être simple, il suffit de faire l'état des lieux des pratiques de terrain, de formaliser ça, et hop, on aura une formation. Après, on a eu un débat, et je pense que c'est complètement faux. Je pense que nous sommes sur le terrain en train d'inventer des actes de médiation culturelle en fonction d'intuitions, de situations concrètes, directes, face à des problèmes, je veux dire presque des problèmes de mécanique culturelle dans la société, pour lesquels on invente une parade de médiation pour rendre sensible, pour expliquer des choses, mais qu'on n'agit pas sur ce qui détermine les pratiques culturelles au sens large. Et donc, avoir une formation à la médiation culturelle, ce serait effectivement avoir cette vision beaucoup plus large que simplement le mécanisme culturel dans lequel nous sommes impliqués et où on essaye d'agir sur le terrain, là où on est dans les métiers de la culture, dans l'action culturelle. Et donc avoir cette vision de ce qui englobe les actes culturels, les pratiques culturelles, avoir cette vision d'ensemble, c'est quelque chose qui est indispensable. Il faut passer par une réflexivité. Et je me disais, dans ce débat où on avait au cabinet là-dessus, je me disais, mais toutes les notions de mode de vie développées par Marc Ouniadine nous éclaireraient beaucoup sur comment repenser une action et une formation à la médiation culturelle, qui ne soit pas simplement une action qui, quelque part, continue à faire fonctionner le modèle culturel dans lequel on est, mais d'avoir une médiation culturelle qui permette de changer le modèle culturel dans lequel on est, d'aller vers une création de communs, des agirs communs, une pratique démocratique beaucoup plus participative au niveau de tous les échelons de la société. Voilà pour l'intro. Je vous cède la parole. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation qui non seulement me fait très plaisir, mais je trouve que c'est extrêmement gratifiant pour un orateur en général, pour moi en l'occurrence, de venir s'inscrire dans un cycle qui est si intelligemment pensé, qui est pensé de manière si cohérente et voilà, qui se marque vraiment par une cohérence et par une volonté de vouloir comprendre le monde. Donc j'apprécie beaucoup l'ensemble de cette initiative. Permettez-moi de commencer avec quelques réflexions autour de ma propre discipline, c'est-à-dire la philosophie morale et politique. Si je regarde avec un peu de recul, avec un peu de distance, l'activité philosophique contemporaine dans ce domaine, donc dans le domaine de la philosophie morale et politique, je ne peux m'empêcher de penser avec une certaine nostalgie à cette phrase du jeune Marx qui, dans une lettre à son ami Ruge, une lettre de 1843, définissait l'activité philosophique comme étant, je cite, « la critique sans concession de tout état existant ». On peut aussi traduire par la critique sans prévention, die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden, de tout état existant. C'est ça qui me retient. En parlant de critique, donc, Marx ne pensait pas aux seules infractions des droits de la personne, aux problèmes de racisme ou de discrimination ou d'injustice distributive. Marx pensait à une critique qu'on pouvait exercer à l'égard du monde en tant que tel, de son état ou de son cours, du cours du monde. Un monde donc jugé pour ce qu'il est dans la totalité de ses composantes. Et je demande, où est passée aujourd'hui cette activité critique? Qui l'assume aujourd'hui? Qui est capable de produire un point de vue normatif susceptible d'englober tout état existant, comme dit Marx, c'est-à-dire le monde dans son ensemble? Eh bien, je crois, sans ironie aucune, que le seul qui puisse produire un tel point de vue, c'est le pape. C'est le seul. Pour le reste, il est certain que cette activité critique au sens large est abandonnée ou a été abandonnée par la philosophie, ce qui veut dire identiquement que la philosophie, en particulier la philosophie morale
et politique a déserté le monde. Donc comprenez-moi bien, je ne suis pas nostalgique, si vous voulez, d'une philosophie pontificale, pour le dire comme ça, mais je suis nostalgique si vous voulez, des capacités d'une philosophie qui serait authentiquement et globalement critique. La philosophie morale et politique a donc déserté le monde, et elle l'a déserté notamment par, je dirais, parcellisation ou fragmentation de son activité critique. Plutôt que d'envisager le monde dans son ensemble, comme je l'ai dit, l'éthique a bien plutôt fragmenté ses domaines d'objets. Bioéthique, éthique médicale, éthique du handicap, éthique de la fin de vie, éthique de l'environnement, éthique animale, éthique de la recherche. Il y en a des dizaines et des dizaines, il y a même une éthique des cantines scolaires. C'est donc là la voie que l'éthique contemporaine a choisie pour se retirer du monde. Régionaliser les éthiques, fragmenter l'éthique, l'atomiser, la pulvériser, littéralement l'analyser. Notre éthique est devenue analytique. C'est évidemment là le moyen le plus sûr pour soustraire à tout questionnement de fond le monde lui-même et de permettre par conséquent aux forces systémiques qui gouvernent ce monde de se développer sans entrave. L'éthique d'aujourd'hui se mue ainsi en l'exact inverse du projet de critique générale rêvé par le jeune Marx et se fait plutôt la complice enjouée de toute réalité existante, la complice du système. Au vu des évolutions massives que nous subissons aujourd'hui et que j'évoquerai aussi, c'est là, évidemment, me semble-t-il, un sérieux problème. Donc, dans le contexte d'aujourd'hui, je dirais dans le contexte analytique d'aujourd'hui, critiquer veut dire, quand on parle de critique aujourd'hui, ça veut dire tout mesurer à l'aune des droits de l'homme. C'est-à-dire, à chaque fois, vérifier que l'éthique libérale des droits individuels soit respectée. Donc, que, d'une manière générale, des torts ne soient pas infligés aux personnes, que des discriminations soient évitées et que la vie privée soit préservée. C'est ce que j'appelle dans mon livre la petite éthique, cette petite éthique libérale des droits individuels. C'est à cela, donc c'est à vérifier, en fait, c'est à vérifier le respect de cette petite éthique que servent tous nos comités, nos chartes, nos règlements, nos institutions éthiques de toute espèce qui pullulent dans nos sociétés avancées, mais qui, en réalité, servent à valider ce qu'elles sont désormais impuissantes à critiquer. Par exemple, dans le domaine médical, on se soucie, effectivement, du consentement du patient pour le moindre acte thérapeutique. Et en respectant, donc, en sollicitant le consentement du patient, on respecte l'autonomie qui est à la base de l'éthique libérale. Donc on respecte ses droits individuels à être informé et donc à son consentement éclairé. Donc on demande effectivement le consentement du patient pour le moindre acte thérapeutique, mais on ne peut pas critiquer la déshumanisation globale de la médecine dans nos hôpitaux. Ceci n'est à l'agenda d'aucun comité d'éthique. Autre exemple, dans la gestion du risque, vous savez très bien qu'on brandit le principe de précaution qui a été par ailleurs constitutionnalisé en France, principe de précaution qui vise à éviter des dégâts trop importants ou déraisonnables. Mais c'est évidemment pour mieux faire passer le dispositif techno-scientifique dans son ensemble. Le principe de précaution ne sert pas à critiquer l'emprise technologique sur le monde, mais à rendre cette emprise plus fluide. Mais je crois que c'est dans le domaine de la robotisation croissante de notre environnement social que nous avons l'image la plus saisissante de cette démission générale de l'éthique. Depuis que nous conversons avec des voix préenregistrées au téléphone, que nous obéissons au bip de notre ceinture de sécurité, nous ordonnant de la boucler, nous nous sommes accoutumés à un environnement peuplé de machines. Depuis que nous gérons notre vie relationnelle, professionnelle, intellectuelle, mais aussi quotidienne et administrative par ordinateur, cet environnement logarithmé nous est devenu naturel. Tout ceci n'est encore rien, toutefois,
à côté du monde peuplé d'androïdes de toute espèce dont on prédit qu'ils seront bientôt chargés d'accompagner nos vieillards, de garder nos enfants, de combattre l'ennemi, d'assister les grands blessés, de garder les prisons, de conduire nos voitures, de surveiller les musées, de régler la circulation, avant qu'ils ne se démocratisent en compagnons de notre vie quotidienne, veillant sur notre sommeil et notre bonne humeur, réglant nos tâches administratives, tout en se souciant de notre hygiène corporelle et de notre équilibre diététique. Ils pourront recruter du personnel en sélectionnant des CV ou être membres de conseils d'administration. Aucun des exemples que j'ai cités n'est fictif. Et en particulier celui du conseil d'administration m'a l'air particulièrement significatif, parce qu'il se trouve que, à peu près au moment où j'écrivais le livre, j'avais appris que dans une société basée à Hong Kong avait nommé à son conseil d'administration un robot, au prétexte que la gestion des informations financières était tellement immense, enfin la quantité d'informations financières était tellement immense qu'aucun esprit humain ne pouvait évidemment survoler la totalité de ces informations, et qu'il fallait donc un ordinateur pour cela. Mais le problème, c'est que cet ordinateur, non seulement on l'a nommé au conseil d'administration, mais on lui a donné un droit de vote. Et je ne sais pas si on mesure en fait ce que ça veut dire, parce que ça peut faire rire, mais ça a une conséquence. Ça a une conséquence qu'il ne faut pas sous-estimer. Puisqu'il a un droit de vote, ça veut dire qu'il a un pouvoir de décision. Ça veut donc dire, en toute logique, que nous serons appelés à obéir à des décisions que nous ne comprenons pas. Que nous ne comprenons pas, parce que le robot, il est précisément nommé pour ça. Il est nommé pour gérer des informations dont nous n'avons pas la totalité. Par conséquent, lui-même décidera en fonction de ces informations que nous ne connaissons pas. Vous voyez bien que il y a là un impact anthropologique quand même, ou l'indice, je dirais, d'un impact anthropologique absolument phénoménal. Un jour viendra peut-être où l'on pourra épouser son robot. Suite logique de ce concubinage pour le meilleur et pour le pire. En tout cas, les recherches de pointe au Japon portent sur les robots empathiques, capables de décrypter les sentiments suffisamment pour pouvoir jouer le rôle de substitut humain dans une relation sociale. Bon, moi, personnellement, je n'y crois pas une seconde, mais donc ça se fait, donc on le fait. Ce que je ne crois pas, c'est qu'ils y arrivent. Donc, simplement, la palette, si vous voulez, des sentiments humains est telle que ces appareils devront nécessairement rester extrêmement sommaires. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'imagination des chercheurs, couplée au capitalisme intelligent, parce que le capitalisme est intelligent, c'est la première chose que je dis à mes étudiants, si vous voulez critiquer le capitalisme, ne sous-estimez pas l'adversaire. Le capitalisme est très intelligent. Donc, l'imagination des chercheurs, couplée à ce capitalisme intelligent, n'a guère de limite dès lors qu'il s'agit d'imaginer un monde technologiquement allégé des contraintes matérielles et corporelles qui nous enchaînent au monde. En tout cas, c'est là le monde auquel on nous accoutume peu à peu, invention par invention, annonce par annonce. Pensez à la quantité d'annonces technologiques que nous avons par jour, mais aussi, enfin, Google s'en charge bien avec les Google Glass, Google Car, Google Médecine, Google Livre, Google je ne sais pas quoi. Je pense que c'est là vraiment un ensemble dont il faudrait parler en soi, si vous voulez. Et surtout, je crois que c'est toute une évolution sur laquelle se greffe avec aisance le projet posthumaniste. J'aurais beaucoup à dire sur le projet posthumaniste, je travaille beaucoup aussi là-dessus, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais je crois qu'il y a là si vous voulez, il faut pas oublier que le patron de Google, le patron ingénieur de Google, qui s'appelle Ray Kurzweil, donc c'est l'ingénieur en chef de Google, c'est pas exactement n'importe qui dans l'organigramme, si vous voulez, est un transhumaniste, un posthumaniste affirmé.
Hein, c'est pas un secret que je vous livre là, vous trouvez ça, cette information. Il théorise le transhumanisme, le posthumanisme, etc. Moi, je pense que toutes ces avancées technologiques comme ça, invention par invention, vous voyez, les lunettes, etc., tout ça vise à nous accoutumer à ce projet final, au fond, d'un post-humain entièrement hybridé à la machine, et où l'homme finalement deviendra superflu. Je pense véritablement que c'est un projet qu'ils ont. Mais je reviens à mon sujet d'aujourd'hui, parce que certes, par rapport à toute cette robotisation, qui est un de mes thèmes favoris, si vous voulez, c'est un peu le fil rouge de mes réflexions, on peut dire que d'un point de vue éthique, à chaque fois qu'on met un nouveau robot sur le marché, on se préoccupe effectivement de l'innocuité de la nouvelle invention. On crée des commissions d'éthique pour garantir le respect informatique de nos vies privées, et on veille à ce que la sécurité finale, si vous voulez, ou la sécurité des usagers finaux, c'est-à-dire vous et moi, soit garantie. Par conséquent, l'éthique est sauve, d'une certaine manière. Mais voilà le problème. Alors même que les règlements éthiques se multiplient, on ne peut plus traiter de la question éthique fondamentale, de la question de savoir si c'est bien là le monde que nous voulons, un monde peuplé de robots, si ce mode de vie est bien celui que nous choisirions, un mode de vie fait d'interaction avec des cerveaux programmés, si cette société est bien celle que nous souhaiterions, une société où l'on abandonne les plus vulnérables, vieillards, enfants, malades, aux machines parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Et donc, voilà une illustration spectaculaire, me semble-t-il, du paradoxe éthique dans lequel nous vivons. Dans le respect éthique des droits individuels, on nous prépare un monde qui est peut-être éthiquement détestable et socialement pathologique. Cela veut dire que tout en respectant parfaitement l'éthique des droits individuels, nous participons en fait à la construction d'un monde qui pourrait être parfaitement indésirable du point de vue de notre vie sociale. Un monde éthique juste, mais socialement pathologique. Par exemple, et il me semble que c'est un gros problème pour la théorie libérale, pour la théorie politique libérale, on pourrait avoir un monde parfaitement juste d'un point de vue rawlsien, donc John Rawls, le grand théoricien du libéralisme américain, mort il y a une dizaine d'années maintenant, qui est le grand théoricien du libéralisme auquel on se réfère tout le temps. Donc on pourrait avoir un monde parfaitement juste d'un point de vue rawlsien, mais néanmoins détestable du point de vue de notre vie sociale. C'est là un puissant paradoxe de notre temps. Et ce paradoxe me semble avoir quelque chose de tragique dès lors qu'on nous présente l'avancée de ce monde technologique comme inéluctable. Donc, l'éthique libérale fait plus que simplement permettre le déploiement mécanique du système. Elle y a une part active, en permettant de blanchir éthiquement un monde dont on se garde bien d'interroger la qualité éthique en général. Lorsque l'on songe que l'entreprise Google s'est dotée d'un comité d'éthique, au moment même où, l'année dernière, elle a acquis pour $1 demi-milliard un laboratoire d'intelligence artificielle, on voit l'immensité du paradoxe que j'ai en vue. Car il est évidemment impossible que ce prétendu comité d'éthique critique éthiquement le projet même auquel Kurzweil, que j'évoquais à l'instant, s'est attelé. Il en va de même du bourgeonnement des institutions éthiques que j'évoquais tout à l'heure. Peut-on sérieusement croire que le système qui installe tous ces comités attende d'eux qu'ils soient critiques, je veux dire critiques du système? Tout au contraire, il attend bien plutôt d'eux qu'ils le rendent incritiquable. Il s'agit de blanchir éthiquement un projet qui est en lui-même soustrait à toute critique possible. Alors ceci constitue à la fois mon constat de départ et une thèse importante sur nos sociétés d'aujourd'hui. L'éthique individualiste libérale et toutes les institutions qui l'incarnent et la soutiennent, comme ces chartes, comités, commissions, normes, règlements, déclarations, etc., cette éthique, donc, centrée sur
l'évitement des torts. Cette éthique constitue le facteur immatériel, c'est immatériel parce que ce sont des droits et des libertés, hein. Cette éthique constitue donc le facteur immatériel le plus important de la reproduction matérielle de nos sociétés. Loin d'être un outil de critique ou de questionnement du système, l'éthique libérale favorise, fluidifie et garantit sa reproduction. C'est là, à mon sens, un point essentiel, mais négligé dans la théorie et philosophie sociale, c'est-à-dire la complicité objective de l'éthique libérale avec la reproduction du système. On nous présente toujours l'éthique libérale comme une espèce de protection, en fait, comme le système, puisqu'elle protège les droits individuels. Mais ça, c'est une vision à courte vue. Au contraire, l'éthique libérale favorise directement et activement la reproduction du système. Ces deux phénomènes sont dans un rapport de causalité. C'est parce qu'on se focalise exclusivement sur l'éthique des droits individuels que les modes de vie peuvent s'imposer à nous aveuglément. Donc les deux phénomènes, c'est l'importance toujours croissante, au fond, dans notre vie sociale de l'éthique individuelle, et de l'autre côté, la reproduction du système. Ce que je veux montrer, au fond, c'est ça une thèse centrale, c'est que les deux choses sont dans un rapport de causalité. C'est parce qu'on se focalise sur les droits que le système peut se déployer. Or, cette dépossession de nos modes de vie a son origine dans le dogme libéral de la séparation du public et du privé. Car si nous ne pouvons rien dire sur ces modes de vie et l'emprise qu'ils ont sur nous, si les éthiques se sont fragmentées et retirées du monde, c'est parce que nous tenons strictement séparés les sphères privées et les sphères publiques. La sphère publique, comme on le voit exemplairement chez Rawls, toujours, mais en fait c'est la réalité de nos États constitutionnels modernes, donc cette sphère publique est gouvernée par un principe de neutralité, qui empêche qu'on puisse publiquement imposer de façon délibérée une certaine conception du bien. Or, les modes de vie qui s'imposent de manière non délibérée, précisément, sont justement quelque chose de global, de collectif, de commun. Nos choix de vie individuels ne peuvent donc les influencer. J'appelle mode de vie, un mot que j'ai déjà employé ici, j'appelle mode de vie ce qui s'impose ainsi à nous et qui nous affecte si fortement, tout en étant hors de notre portée. Je suis conscient de donner à ce terme un sens légèrement différent de celui qu'il a dans son sens courant. Pour moi, mode de vie désigne les attentes de comportement durablement imposées aux acteurs par le système. Les attentes de comportement durablement imposées aux acteurs par le système. Ainsi, on attend par exemple de nous que nous gagnions notre vie en travaillant. Voilà une immense attente que nous impose le système. Et qu'un système, par exemple, comme un projet, par exemple, comme l'allocation universelle, veut découpler. Mais du coup, on voit aussi les résistances que ça engendre. Mais voilà une attente majeure que nous impose le système, que nous gagnions notre vie en travaillant, mais aussi que nous soyons efficaces au sens large, qu'on sache s'orienter dans notre environnement technologique, qu'on ait d'une manière générale un comportement rationnel en fonction d'une fin, et qu'on se conforme aux rôles qui nous sont imposés, aux modes de consommation, à la manière d'être soigné, d'être aimé ou d'être éduqué. Ce sont là des attentes qui s'imposent objectivement, c'est-à-dire indépendamment des préférences des acteurs. Donc, les modes de vie désignent des attentes générales de comportement. À l'inverse, des pratiques comme faire des achats sur Internet, par exemple, utiliser la télévision comme babysitter, ou aller en vacances à Ibiza, ne sont pas, pour moi, ce que j'appelle des modes de vie pour une raison simple, pour la raison que ce ne sont pas des attentes de comportement exigibles
par le système. Le système n'exige pas de vous que vous alliez à Ibiza. Il vous y incite, de tout ce que vous voulez, mais il n'attend pas de vous que vous le fassiez. Il ne l'exige pas. Ce sont là des pratiques qui sont rendues possibles. Par exemple, le tourisme de masse, évidemment, avec les low cost et tout le système qui va avec. Donc, ces pratiques sont rendues possibles par un certain état du développement technique et culturel du système. Et ce sont effectivement des pratiques que beaucoup adoptent par confort, par conformisme, par manque d'imagination, par paresse, ou simplement parce que ça leur plaît. Et ces pratiques sont assurément, à bien des égards, caractéristiques de notre époque. Mais ce ne sont pas des attentes de comportement. Encore une fois, les modes de vie ne disent pas ce que les acteurs font, mais ce qu'on attend d'eux qu'ils fassent. J'appelle donc mode de vie ces attentes générales de comportement durablement imposées aux individus par le système. Alors vous me direz, bon, pourquoi est-ce si important, au fond, de distinguer les attentes de comportement des simples pratiques que je viens de décrire. Bon, je ne veux pas m'étendre sur cette question, mais je vais en dire deux mots, mais je ne veux pas m'étendre. Mais en réalité, pour moi, c'est très important. Mais c'est un problème, si vous voulez, d'épistémologie de la théorie sociale, et je ne vais pas développer ça ici, mais disons simplement qu'il s'agit d'abord de savoir comment est-ce qu'on, dans une théorie sociale, si vous voulez, il s'agit de savoir d'abord comment on représente les acteurs. C'est une question très importante de savoir, au fond, comment on représente les acteurs dans une théorie sociale. Le terme d'attente, la notion d'attente de comportement, qui n'est pas du tout familière en théorie sociale, donc j'en suis bien conscient, la notion d'attente permet de décrire les acteurs de telle manière qu'ils aient une marge de manœuvre d'action. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'une attente, ce n'est pas quelque chose qui contraint. Une attente, c'est quelque chose à laquelle vous devez répondre, mais ça ne vous contraint pas comme les rails du tram contraignent, si vous voulez, la circulation du tram. Et puisque c'est une attente qui nous est imposée, on peut, en principe, répondre par oui ou par non. On peut s'écarter de ce qui est attendu, etc. Alors, encore une fois, je ne vais pas insister sur ce point, mais on a là, avec cette approche, par les attentes, par les modes de vie comme attentes, on a là une approche qui diffère fondamentalement de l'image de l'acteur qu'on peut avoir dans la sociologie de Bourdieu, par exemple, qui est beaucoup plus déterministe par rapport aux contextes sociaux. Les habitus sont des choses qui, au fond, s'imposent sans reste, on va dire, à l'acteur. Et c'est un problème sérieux pour la sociologie bourdieusienne, par ailleurs. Mais donc, voilà, et j'ajoute encore un élément important sur cette notion d'attente. Pourquoi c'est important, ces attentes ? C'est que les attentes sont quelque chose que les acteurs sont censés intérioriser. On intériorise les attentes. Les enfants, dès le plus jeune âge, évidemment, intériorisent les attentes des parents, ils intériorisent le rythme de vie, les habitudes familiales, etc. Et donc, ce sont des attentes qui, spontanément, on les intériorise. Donc, elles ont un effet de subjectivation très important. Mais ce qui m'importe, moi, dans la notion d'attente, c'est qu'elle place au cœur de la théorie sociale l'acteur lui-même. Parce qu'il n'y a que l'acteur qui peut ressentir les attentes. Et donc, si on parle d'attente de comportement, c'est qu'on se met d'emblée du point de vue des acteurs sociaux, pas du point de vue du système, pas du point de vue de l'observateur qui décrit le système de l'extérieur et l'explique, mais du point de vue des acteurs qui ressentent une attente. Voilà, en gros, disons épistémologiquement, ce qui me retient dans cette notion d'attente. Je suis naturellement prêt à développer cela si vous le souhaitez, s'il y a lieu dans la discussion. Et je distingue encore des modes de vie, je distingue encore ce que j'appelle les styles de vie. C'est-à-dire que les styles de vie sont une manière de décliner subjectivement des modes de vie qui, eux, s'imposent objectivement. Alors, qu'est-ce que j'entends par style de vie ? Par exemple, ceux qui choisissent, je sais pas, la frugalité volontaire ou la sobriété volontaire, par exemple. Ou bien ceux qui choisissent de ne pas avoir de smartphone, en disant je n'en participe pas, ou de ne pas se mettre sur les réseaux sociaux, ou des choses comme ça. Bon, ça, ce sont des styles de vie qui, effectivement,
sont un choix individuel, sont une déclinaison subjective de ce que, par ailleurs, le système impose. Je me retire des systèmes, des réseaux sociaux, mais évidemment, ces réseaux sociaux s'imposent quand même objectivement à la société. Mais moi, je me retire. Donc, vous voyez, c'est un exemple pour dire que, justement, les attentes ne contraignent pas, en fait, laissent une marge, et donc donnent une image de l'acteur qui a une marge dans ses choix individuels. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de caractériser des modes de vie comme des attentes de comportement qui ne déterminent pas les acteurs, mais les poussent et les incitent à agir durablement de telle ou telle manière, tout en ne pouvant éviter de leur laisser individuellement une certaine marge de manœuvre. Ce que je veux dire avec ce point de vue de la première personne, parce que c'est ça, une attente, quand on parle d'attente, c'est qu'on se place du point de vue des acteurs, donc du point de vue de la première personne, c'est que le mode de vie est, en quelque sorte, la face vécue du système par les acteurs. La face vécue du système par les acteurs, c'est-à-dire la zone de contact par laquelle les acteurs assurent leur intégration sociale, puisque s'intégrer à la société, c'est adopter ces modes de vie. S'intégrer à une société, c'est adopter les attentes de comportement, c'est savoir répondre aux différentes attentes de comportement. Et donc, vous voyez que dans ce modèle des attentes, ce qui est déterminé dans le système, ce ne sont pas les acteurs, puisque eux peuvent répondre encore. Ce qui est déterminé, ce sont les modes de vie eux-mêmes, qui, eux, dépendent en quelque sorte mécaniquement du système. Et c'est pourquoi ils échappent, ces modes de vie, ils échappent aux acteurs, quand bien même ces acteurs sont des acteurs démocratiques. Alors ça, c'est le paradoxe démocratique, si vous voulez, c'est que nous sommes des acteurs démocratiques, parce qu'on peut choisir ceci et cela, mais en fait, on ne peut pas choisir ce qui nous affecte le plus, c'est-à-dire nos modes de vie. Nos modes de vie, eux, sont mécaniquement imposés par le système. Il me semble qu'un exemple particulièrement frappant de cette emprise du système sur nos vies, et malgré toute notre armature de droits individuels, et je dirais même à cause de cette armature de droits individuels, un exemple particulièrement frappant, c'est la manière dont le modèle de l'évaluation s'est imposé à nous. D'abord, dans le monde du travail, où on évalue les travailleurs, et puis on évalue aussi les managers, etc., puis les directeurs. Bon. Donc, c'est un modèle qui s'est imposé d'abord dans le monde du travail, puis de proche en proche dans tous les domaines de la vie sociale. Le modèle de l'évaluation est devenu un véritable mode de vie, c'est-à-dire une attente que tous les travailleurs, puis tous les individus ont intériorisée. D'autant que s'est installée une certaine réciprocité des rôles, chacun d'entre nous étant plus ou moins appelé au cours de son existence sociale à être tantôt évalué, tantôt évaluateur. Vous avez reçu, je viens de découvrir ça, une petite fiche ici, ben voilà, c'est exactement ce que je veux dire, mais il y a exactement les mêmes icônes et les mêmes questions dans les toilettes de l'aéroport de Zaventem, par exemple, où quand vous sortez, on vous demande de presser sur un bouton vert, orange ou rouge, selon votre degré de satisfaction des toilettes. Donc vous voyez que ce modèle de l'évaluation s'est véritablement infiltré, même dans des hauts lieux culturels, et je dirais même de résistance culturelle, parmi nous. Et il est donc clair que la contrainte qu'exerce sur les individus, je pense au monde du travail essentiellement ici, la contrainte ici faible naturellement, mais la contrainte qu'exerce sur les individus l'évaluation quantifiée de chacune de leurs performances à travers ce qu'on appelle, comme vous le savez, le management par objectif, ainsi que la manière dont ce modèle s'est silencieusement imposé comme l'outil principal du management d'entreprise, puis de la gouvernance sociale, sont typiques de l'emprise que les modes de vie exercent aujourd'hui. Qui, aujourd'hui, peut évaluer à ce modèle de l'évaluation? Les médecins sont contrôlés par la sécurité sociale, les employés sont évalués par leurs managers, les managers par leurs patrons, ou N+1, les N+1 par leurs actionnaires. Les États européens sont évalués par la Commission de Bruxelles, comme les démocraties émergentes le sont par le FMI.
Les étudiants sont évalués par leurs professeurs, les professeurs par leurs étudiants, les évaluations sont évaluées par les administrations des universités et les universités sont évaluées par les Chinois. Partout, la qualité doit s'exprimer en quantité. Le chiffre est devenu une seconde nature. Il a installé sa cage de fer, imposant aux individus un mode de vie que personne n'a choisi, mais que tout le monde subit. J'ajoute que le nouveau modèle économique de l'ubérisation, dont on parle tant, est intrinsèquement, c'est son principe même en fait, lié à l'évaluation chiffrée, puisque là, ce sont les usagers qui, par ce moyen, exercent entre eux le contrôle du service mis sur le marché. Alain Supiot, juriste, professeur au Collège de France, a écrit un livre tout à fait remarquable l'année dernière sur la question de ce qu'il appelle la gouvernance par les nombres. La gouvernance par les nombres, c'est-à-dire cette dictature du chiffre qui s'installe à tous les niveaux de la société, du plus individuel, voire du plus intime, jusqu'à la régulation planétaire. Alors lui, Alain Supiot, approche ces phénomènes sous l'angle du droit, en montrant comment cette frénésie de la quantification tous azimuts modifie en profondeur le rapport au droit et à la normativité sociale en général. C'est là son thème. J'aimerais juste souligner pour ma part combien cette quantification généralisée érode durablement la confiance. La confiance sociale, nécessaire non seulement à la vie des institutions, mais d'une manière générale au commerce des hommes entre eux. D'une manière générale, on n'étudie pas assez le phénomène le caractère absolument fondamental de la confiance dans les relations humaines. Cette tyrannie de l'évaluation dessine en effet une société où la confiance est tendanciellement remplacée par la performance. La parole donnée par le résultat escompté, le gouvernement de soi et des autres par la discipline des chiffres, la communication par la concurrence généralisée. Il en résulte, d'une manière générale, des comportements où le calcul remplace le jugement. Tout cela suppose en outre l'usage d'un langage extraordinairement appauvri, réduit à sa seule fonction constative de transmission d'informations quantitatives codées en chiffres. Le calcul, avec son immédiateté objectivée, est l'autre de la confiance qui parie sur la promesse et prête foi à la parole tournée vers l'avenir. Ça, c'est la confiance. C'est cette confiance-là qui érode la dictature du chiffre. Si je mentionne cela, c'est pour montrer que ces phénomènes qu'on peut décrire à un niveau très abstrait, comme l'emprise des modes de vie, c'est au fond assez abstrait comme expression, mais en réalité, donc, ces phénomènes entraînent en fait des modes de subjectivation, donc un rapport à soi, en tant que sujet. Qu'est-ce que c'est qu'être un individu? Entraînent donc des modes de subjectivation qui ont un impact qui va bien au-delà des phénomènes eux-mêmes, comme ici la quantification. Ce n'est pas juste de la quantification, c'est quelque chose qui profondément affecte notre subjectivité, y compris notre subjectivité la plus intime. Donc ce sont des phénomènes qui sont susceptibles de façonner très profondément ce que Christian Laval, par exemple, vous l'avez cité, appelle une norme d'existence. Ça façonne des normes, ça forme des normes d'existence qui s'imposent à nous et qui modifient notre rapport aux autres et notre rapport à nous-mêmes. C'est dire que les modes de vie tels que je les définis ne forment pas une couche superficielle qu'on pourrait modifier à notre gré, comme on change de vêtements. En constituant notre zone de contact avec la vie sociale, ces modes de vie donnent forme à notre existence même à travers les attentes de comportement qu'impose le système. Et notre paradoxe, le paradoxe de notre temps, c'est que la manière dont se reproduisent et s'imposent à nous ces attentes de comportement dément les valeurs cardinales de liberté et d'autonomie sur lesquelles repose notre société. Nos droits démocratiques se retournent en fait comme un ruban de Möbius en tyrannie des modes de vie. Cela veut dire, entre autres choses, que le libéralisme politique et sa cohorte de droit nous condamnent à une sorte de schizophrénie démocratique,
qui n'est autre chose qu'une aliénation par les modes de vie. Tandis que la société promeut les libertés individuelles, de manière à ce que chacun puisse satisfaire ses préférences, les individus qui en sont porteurs sont sommés de se plier comme un destin aux modes de vie non voulus qui en résultent. Maintenant, j'aimerais noter encore que toute cette tendance du dessaisissement, qui va dans le sens du dessaisissement de nos modes de vie, d'une dépossession de nos modes de vie, puisqu'en fait, il s'impose à nous sans que nous puissions dire quoi que ce soit. Et donc, cette tendance donc, je viens de montrer qu'elle est en fait alimentée par ce que j'appelle la petite éthique, donc l'éthique des droits individuels. Cette tendance à la dépossession est encore aujourd'hui puissamment amplifiée par l'extension de l'industrie numérique, qui vise à prendre possession de tous les domaines de l'existence. Et je partage sur ce point les analyses d'Éric Sadin, que vous avez reçu ici l'année dernière, qui entre-temps a écrit un livre qui vient de paraître maintenant il y a quelques semaines, qui s'appelle « La silicolonisation du monde ». Avant, il avait écrit « La vie algorithmique ». Donc je partage ces analyses d'Éric Sadin, mais aussi celles d'un Bernard Stiegler, tel qu'il les développe dans La société automatique et plus récemment dans le livre qui s'appelle Dans la disruption. Ce que je ne partage pas, en revanche, j'en dirai un mot, ce sont les propositions normatives, si vous voulez, qu'ils font pour l'avenir. Sur la question que faire, nous divergeons et nous débattons. J'y reviendrai à l'instant. Mais ce avec quoi je suis d'accord, si vous voulez, c'est de dénoncer une chose qui d'ailleurs a été anticipée dans la philosophie de la technique par des auteurs comme Jacques Ellul, un auteur qu'on a tendance un peu à oublier, mais qui a écrit, bon d'abord il a écrit énormément de livres, mais il a écrit un livre tout à fait remarquable qui est Le système technicien. Je l'ai relu récemment et c'est tout à fait frappant, ces anticipations. C'est un livre des années 70, je pense. Donc, Jacques Ellul, par exemple, mais aussi Hannah Arendt, dans son livre de 1958, La condition de l'homme moderne, et aussi Foucault, donc, ont anticipé. C'est-à-dire qu'ils ont tous dénoncé par avance l'automatisation de la société, qui, pour tous ces auteurs, va de pair avec une certaine automatisation de l'homme. Donc, ce que je veux dire, c'est que des auteurs tout à fait contemporains comme Éric Sadin ou Bernard Stiegler s'inscrivent au fond dans cette ligne qui remonte déjà maintenant à plus d'un demi-siècle, où des auteurs particulièrement clairvoyants, Hannah Arendt, Jacques Ellul, Foucault, où ils dénonçaient, si vous voulez, cette automatisation de la société. Alors ces deux auteurs, Sadin et Stiegler, dénoncent tout cela dans une perspective différente, ou analysent tout cela dans des perspectives différentes. Ce que fait Sadin, par exemple, Éric Sadin, c'est d'analyser et dénoncer les mécanismes colonisateurs qui opèrent à partir de la Silicon Valley, et il en montre toute la logique et toute la stratégie, si vous voulez. Il montre comment la production des big data, à travers tous nos dispositifs connectés, smartphones, objets connectés, etc., alimente ce qu'il appelle le technolibéralisme, qui entend profiter de tous nos gestes pour mieux contrôler nos comportements au sein d'une société devenue purement fonctionnelle. Mais donc l'analyse de Sadin se situe à un niveau, je dirais, de fonctionnement du système, et il veut montrer la manière dont la technique, la technologie et la politique participent de concert à la marchandisation intégrale de la vie, à ce qu'il appelle une industrie de la vie, puisque c'est comme ça qu'il appelle au fond toute cette emprise du numérique, une industrie de la vie. Donc son analyse, elle est sociétale et civilisationnelle, elle est avant tout faite en termes politiques, au sens où pour lui, toute cette évolution du numérique va vers une érosion, si vous voulez, de tous nos acquis démocratiques. Donc ça, c'est le type d'analyse que fournit Sadin. Bernard Stiegler, lui, propose une autre type d'analyse. C'est une analyse qui est faite sur une base phénoménologique, c'est-à-dire il veut montrer comment la numérisation de nos existences va détruire ce qu'il appelle, avec Husserl, notre vie noétique, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Et la grande originalité de l'approche de Stiegler est d'aborder les technologies de l'information, non pas comme un
système de valeurs à combattre, etc., mais à travers l'analyse de l'impact que ce système numérique a sur notre expérience, et en particulier sur la structure temporelle de notre expérience intime. Donc vraiment au niveau, si vous voulez, du vécu de l'expérience. Hein, il le montre en partant de Husserl, à partir les rétentions et les protensions. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans, mais juste pour l'exemple qu'il donne, je ne sais pas s'il l'a développé ici, mais un exemple qu'il aime bien, c'est celui des cookies, vous savez, qui s'infiltrent dans nos recherches. Enfin, dès qu'on fait une recherche sur, je ne sais pas, Zalando, Amazon, etc., vous savez qu'après, pendant des mois, vous recevez des publicités qui vont dans le sens de ce que vous avez déjà acheté, ou en tout cas, ce que vous avez déjà cherché. Mais Stigler montre, par exemple, c'est l'exemple concret qu'il donne pour expliquer cette notion d'expérience du temps, c'est qu'en fait, grâce à la géolocalisation, etc., qui fait partie de tout ce système numérique, ce qui se passe, c'est que vous marchez dans la rue, et puis tout d'un coup, tac, vous recevez une information, comme quoi 20 mètres à droite, vous avez la paire de chaussures, ou une paire de chaussures qui pourrait vous intéresser parce que vous avez cherché quelque chose d'analogue il y a 2 mois sur votre site. À gauche, vous avez le vin, et puis, etc. Donc, il vous géolocalise, etc. Ce que veut dire Stigler, c'est que ça, c'est une façon d'anticiper le désir avant même que le désir ne s'exprime. Et c'est une façon de rendre automatique le désir. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils cherchent évidemment, c'est à ce que vous cliquiez immédiatement sur votre appareil pour réduire au fond, je dirais, toute l'épaisseur temporelle, toute l'épaisseur du désir qui est celui de la vie noétique, de la vie de l'esprit. C'est-à-dire que là où en temps normaux, vous hésitez, vous cherchez, vous regardez, vous comparez, vous vous trompez, etc. Tout ça, ça prend du temps. Tout ça, c'est une espèce de démarche de l'esprit quand même. Hein. C'est l'esprit qui fonctionne là, eux, ils veulent, avec ces cookies, réduire au maximum, vous voyez, ce temps, le réduire au minimum et idéalement rendre automatique votre clic. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que le numérique va dans le sens d'une destruction de l'esprit et va dans le sens d'une société automatique, avec des gens automatiques, évidemment, c'est-à-dire des gens qui ne prennent quasiment plus le temps de faire vivre leur esprit. Bref, ce que je veux dire ici, c'est que ce que je partage fondamentalement avec cette vision, c'est que l'analyse de Stigler part de la première personne, en quelque sorte, c'est du vécu. Hein, du vécu. Ce qu'il appelle les protensions, c'est justement ce temps. Protension, c'est ce qui tend vers dans le futur, donc c'est une projection dans le futur. Et donc précisément, vous avez envie d'une paire de chaussures, mais alors vous allez à la rue Neuve, vous regardez à gauche, à droite. C'est ce temps-là qui veut être réduit. Donc cette protension veut être réduite au maximum pour être rendue automatique. Et donc finalement annihiler ce temps de la protension. Et donc là, on touche à quelque chose de très important parce que ce qui distingue précisément les technologies, je dirais traditionnelles, des technologies numériques, il y a une différence à mon avis très fondamentale, il faut encore peut-être la penser, mais c'est très très important. Ce qui les distingue donc, c'est que dans ces technologies numériques, il y a la volonté délibérée de se substituer à notre expérience noétique, donc de s'immiscer dans notre subjectivité. Il ne s'agit plus, comme dans la technique traditionnelle, celle que Marx encore avait devant les yeux, par exemple, il ne s'agit plus simplement de nous asservir aux dispositifs machiniques qui sont devenus autonomes. Ces dispositifs sont autonomes depuis longtemps. Pensez au début du film de Charlie Chaplin, les temps modernes, où on voit Charlie Chaplin de manière absurde faire ce geste répétitif qu'il continue à faire quand la chaîne de montage s'est arrêtée, parce que tellement il est... etc. Bon, là, on est complètement asservi face à une machine, mais il ne s'agit plus de ça. Il ne s'agit plus d'être asservi à ce système machinique, mais il s'agit de se substituer à notre vie psychique elle-même. Vous voyez ? Et par exemple, un exemple comme les Google Glass, c'est très très intéressant, c'est très important, parce qu'en fait, à travers les Google Glass, il y a la volonté, en fait, d'épouser notre perception elle-même. La machine veut voir ce que nous voyons et comme nous voyons. Vous voyez ? Donc là, il y a une espèce de tentative d'adhérer au maximum, d'épouser au maximum notre expérience vécue la plus proche. Et donc, ça veut dire qu'avec le numérique, on produit, je dirais, à même le vécu,
à même le vécu de notre expérience, on produit une quantité gigantesque de données. C'est ça, les big data qui sont générés via tous les objets connectés, la géolocalisation, les smartphones et toutes nos pratiques quotidiennes sur le net. On produit donc, à même le vécu, ces big data dont nous sommes immédiatement dépossédés au profit de machines qui engloutissent ces big data. Et c'est très important, seules des machines peuvent traiter ces informations. Seules des machines. Sur Facebook, il y a 3,5 millions de photos par jour qui sont publiées. Il y a 1 demi-milliard de Twitter qui sont publiés par jour. Il n'y a aucun esprit humain, évidemment, qui peut surveiller, superviser, prendre en compte simplement ces informations. C'est juste impossible. Ces big data sont donc faites pour les machines. Il n'y a que elles qui peuvent gérer cette quantité de données. Eh bien, j'ai montré tout à l'heure, la première partie de mon exposé, comment toute la morale des droits individuels participait activement d'un système qui produit des modes de vie qui nous échappent complètement. Eh bien, ici, avec le numérique, ce ne sont plus les droits individuels qui participent à cette dépossession de nous-mêmes, mais quelque chose qui participe de manière plus intime au vécu. C'est notre plaisir. Le plaisir, parce qu'il y a, évidemment, et c'est ça toute la perversion du système, si vous voulez, il y a une jouissance qui est liée à l'usage de tous ces objets technologiques. Il y a un plaisir, évidemment, à utiliser son smartphone, à surfer sur le net, à avoir toutes les bibliothèques mondiales à disposition, etc. C'est absolument incontestable, et je ne le contesterai certainement pas. Et en plus d'être jouissif, si vous voulez, c'est pratique, c'est confortable, etc. Mais le problème, c'est que notre plaisir, c'est leur information, c'est-à-dire le carburant même de la colonisation de la vie, dont le but ultime est de rendre l'homme inutile. Et donc, ce ne sont plus nos droits, mais nos plaisirs qui sont l'instrument de notre propre dépossession. L'exemple typique de cela, c'est Facebook. Sur Facebook, il y a évidemment un aspect tout à fait ludique et jouissif du partage, de l'interconnexion, des retrouvailles, retrouver ses camarades d'école, d'ailleurs qu'on détestait la plupart du temps. C'est pour ça qu'on les a perdus de vue, parce qu'on les aimait pas du tout, nos camarades d'école. Mais maintenant, on est tout content de les retrouver 30 ans après. Bon, il est bien clair que si c'était désagréable, si l'utilisation de Facebook était désagréable, on ne l'utiliserait pas. C'est évident. Donc, évidemment, Facebook, d'une certaine manière, adhère à la vie, adhère à notre existence. Mais le problème, c'est que c'est précisément la voie de cette adhésion, de cette adhésion passive, si vous voulez, de cette jouissance passive de Facebook, c'est la voie qu'emprunte la technologie pour nous harponner et pour nous maintenir dans son filet. Il en résulte pour l'industrie numérique une gigantesque quantité de données que, encore une fois, seuls les algorithmes peuvent gérer. Résultat des courses, ils doivent aussi automatiser la modération, ce qu'on appelle la modération sur les réseaux sociaux, tout en essayant, ça c'est la petite éthique, de protéger les droits individuels. Mais vous voyez qu'on est ici dans une forme d'hypocrisie complète. Donc vous voyez que l'extension du numérique amplifie prodigieusement, et avec notre complicité, et celle de la technique qui nous appâte, la reproduction automatique du système qui produit des modes de vie qui nous échappent. Mais cette fois, dans le cas du numérique, l'opérateur de dépossession n'est pas le respect des droits individuels, mais notre plaisir, nos affects joyeux, comme disait Spinoza. Le système a réussi à faire de nous les agents producteurs de notre propre schizophrénie. Parce qu'il y a quelque chose de schizophrène. C'est-à-dire qu'évidemment, sur Facebook, on se trouve confortablement. On se trouve dans son monde
avec des gens qui nous aiment, qui nous like, etc. Bon, c'est d'ailleurs un problème pour Facebook, hein, c'est que ça génère, ce système par affinité génère ensuite des tas d'autres phénomènes. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais bon, par exemple, on l'a vu avec, c'était bien la question de l'élection de Trump aussi, où finalement, voilà, c'est aussi un effet multiplicateur, parce que si vous avez aimé une fois, ben, on vous envoie que des messages. Pour les terroristes, c'est la même chose, hein. Donc, il y a 3 ou 4 jours, il y a eu cette association de YouTube et d'autres pour lutter contre le terrorisme, etc. Bon, moi je crois que c'est vraiment de la supercherie, et de l'illusion, mais voilà, ils l'ont fait. Et donc, parce que c'est un problème pour les terroristes. Si quelqu'un a de la propagande djihadiste, il reçoit plein de propagande djihadiste. Hein, c'est l'effet multiplicateur. C'est ce qu'on appelle, en termes plus techniques, l'enfermement algorithmique. C'est-à-dire que c'est la répétition, au fond, du même. Donc, à la fois, si vous voulez, on est bien chez soi, sur Facebook, avec son réseau d'amis, etc. Et en même temps, donc on se sent autonome. On a construit un petit monde de manière autonome. Hein, en choisissant ses amis, choisissant ses contenus, etc. Mais en même temps, on livre évidemment tout cela. Ce sont des données qui sont faites pour un système qui, lui, veut détruire notre autonomie. C'est pour ça que je parle de schizophrénie. Bon. J'en viens à la dernière partie de mon exposé. Je ne sais pas quand j'ai commencé, mais bon. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a évidemment un grand défi. Et ce grand défi consiste à surmonter ce paradoxe de la schizophrénie démocratique qui en résulte. Pour le dire autrement, il s'agirait, c'est ça le grand défi, de se réapproprier, de trouver une voie pour se réapproprier les modes de vie, alors que nous vivons dans un monde où tout concourt à nous désapproprier des modes de vie. Donc vous voyez bien que la tâche n'est pas mince. Alors, quelques réflexions à ce propos. Il me semble que ce défi-là, qui me semble vraiment être le défi majeur de notre temps, à part les grands défis de la guerre, de la famine, etc., donc on est bien d'accord, mais notre défi civilisationnel, si vous voulez, c'est celui-là. Et ce défi de se réapproprier les modes de vie est, me semble-t-il, et c'est là-dessus que je m'éloigne, si vous voulez, de mes collègues, par exemple Sadin et Stigler, et Laval aussi d'ailleurs, ce défi est nécessairement un défi politique. Ce défi éthique me semble être nécessairement un défi politique. J'ai essayé de montrer que le paradoxe éthique de notre temps s'alimentait de l'éthique libérale, de l'éthique individualiste libérale, éthique qui fragmente les individus, qui multiplie les éthiques régionales, qui fragmente la réflexion éthique en tranches de salami, qui fait ce grand partage du public et du privé, et qui fragmente et privatise les conceptions du bien, qui sont quelque chose uniquement d'individuel et de privé. Autrement dit, le système se reproduit par fragmentation. Et ça, à tous les niveaux, fragmentation des individus, fragmentation des savoirs, de la recherche. J'aurais beaucoup à dire sur la politique de recherche en Europe aujourd'hui, dans le monde je ne sais pas, mais celle que je connais, celle de l'Europe, bon, où on fragmente les domaines de savoir, on veut des solutions à des problèmes, il n'y a plus aucune réflexion générale et transversale qui est valorisée. Bien. Mais il faut tirer une conséquence de cette fragmentation. Je répète, la phrase clé, c'est que le système se reproduit par fragmentation. Mais il faut en tirer une conséquence. Cette conséquence, c'est avant tout celle-ci, c'est qu'une réponse individuelle au mode de vie que le système nous impose, une réponse individuelle est fondamentalement vaine et illusoire, puisqu'elle ne ferait, cette réponse individuelle, que reproduire, multiplier en quelque sorte la fragmentation dont se nourrit le système lui-même. Les attitudes de retrait dont je parlais tout à l'heure, refus du téléphone portable, adoption d'un style de vie non consumériste, etc., ces attitudes relèvent assurément d'une certaine forme d'héroïsme moral. Ah, il faut être héroïque aujourd'hui pour pas avoir de smartphone, se retirer de Facebook, ou pas prendre l'avion, ou que sais-je, n'est-ce pas, des choses comme ça. Alors, elles relèvent de l'héroïsme moral, ces attitudes, mais en même temps, elles sont politiquement insignifiantes. Les réponses individuelles ne font que conforter le système
dans sa marche triomphale. Et c'est pourquoi seule l'instauration d'une institution politique, c'est-à-dire commune, pourrait être à la hauteur de ce défi. C'est pour ça que je dis que la réponse aux défis éthiques de notre temps est une réponse nécessairement politique. Il nous faut une institution. Sans une institution de ce genre, aucun agir ne pourra prendre corps. Toute indignation serait condamnée à rester vaine imprécation. Et le système continuera à se reproduire et amplifier les conditions de sa domination. Vous voyez, aux États-Unis, par exemple, le libéralisme, il tolère beaucoup de styles de vie différents. Il y a les, je sais pas, il y a les Amish, il y a les, je sais pas quoi, la communauté des ceci, la communauté des cela. Mais ces communautés sont tolérées sur le mode zoologique. Chacun dans sa niche, chacun dans son coin. Et le système, lui, continue de se reproduire. Donc des styles de vie, ce que j'appelle des styles de vie individuels ou même de communautés, des petites communautés, n'a strictement aucun impact sur le système. Et donc, il nous faut une telle institution pour instaurer le lieu d'un agir commun. Un lieu où peut se former une volonté commune, qui serait orientée vers le monde, et non vers les seuls principes individualistes que défendent aujourd'hui tous nos comités d'éthique. Et puisque le système se reproduit par fragmentation, seule une institution du commun ou l'instauration d'institutions du commun pourra le défragmenter. Alors vient maintenant la question de l'institution. Qu'est-ce qu'on veut dire par institution ? Eh bien, je laisse cette question en fait entièrement ouverte, non pas par impuissance. Au contraire, je travaille beaucoup sur ces questions, y compris avec des gens de terrain qui étudient plein de scénarios, mais simplement parce que je crois que, effectivement, une foule de scénarios sont possibles, il y a une foule de solutions possibles, il n'y en a pas une qu'on peut livrer clé en main. Ce qui importe ici, c'est d'avoir de l'imagination institutionnelle. Moi, je parle dans mon livre de parlement de mode de vie. Bon, mais j'y tiens pas plus que ça. C'est une proposition. Voilà. Il est tout à fait possible qu'une telle institution soit, par exemple, une telle institution peut être permanente ou pas permanente. Par exemple, vous voyez, quelque chose qui n'est pas permanent, c'est le modèle des États généraux. Les États généraux, c'est des réunions. Alors moi, je trouve qu'on ferait bien de réunir des états généraux de la robotisation, ou des états généraux du post-humanisme, ou des états généraux du numérique. Vous voyez, puis voilà, on fait une grande discussion, si possible mondiale, etc. Et voilà, puis on passe à autre chose. Mais on pourrait aussi avoir une institution durable. Mais vous voyez, il est absolument nécessaire, c'est absolument nécessaire d'avoir une institution qui soit à la hauteur des défis que nous lance l'industrie privée, parce que ça c'est un aspect dont je ne vais pas parler, mais tout ça c'est l'industrie privée qui nous l'impose. Ça c'est une chose que Sadin par exemple montre très très bien. Il y a plein de modèles dans la théorie démocratique, par exemple. Vous voyez, pour vous montrer combien mon idée d'une institution n'est pas utopique, c'est qu'en fait c'est une idée qui était à la base de l'institution de la démocratie. Depuis l'origine, la démocratie, le système démocratique, j'entends le système politique démocratique, c'est compris depuis l'origine avec deux chambres. C'est ce qu'on appelle le bicamérisme. Alors il y a une chambre des représentants, du peuple, etc. Et puis il y a une deuxième chambre qui est supposée non pas redupliquer la première, mais traiter d'autres choses. Le général de Gaulle voulait instituer le Sénat sur ce mode, c'est-à-dire avec des gens qui seraient, pour de Gaulle, non pas issus des partis, mais de la société civile, pour représenter, au fond, l'ensemble de la société civile, avec comme visée, non pas la défense de son parti et des élections, mais avec comme visée le bien commun, quoi, le bien de la société. En Irlande, il y a une telle deuxième chambre. Donc, vous voyez, le bicamérisme, avec cette différence de niveau d'interrogation, je dis, des deux chambres, donc avec ce Parlement qui pourrait gérer effectivement les affaires communes, la guerre, les budgets, etc. Mais l'autre, évidemment, qui a une visée commune. C'est une intuition
démocratique fondamentale, celle que je dis. Simplement, il faut... maintenant, elle nous paraît beaucoup plus absurde parce qu'on a l'impression que le système est tellement écrasant qu'on ne va pas pouvoir lutter contre et on peut juste essayer de lui courir après, si vous voulez. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est, au fond, revivifier cette intuition démocratique de la deuxième chambre avec une chambre des modes de vie, si vous voulez. Hein. Mais je ne tiens pas non plus à cette dénomination, naturellement. Mais vous voyez, pour dire que c'est une chambre qui, au fond, est un autre horizon. Moi, je crois que donc il y a une foule de scénarios possibles, y compris locaux, pour des problèmes locaux, etc. Vous voyez, donc il faut vraiment pas du tout être dogmatique. Et je pense en plus qu'il s'agirait, en parlant, je parle d'une institution du commun, hein, il s'agit par là aussi de revivifier une intuition qui était fondamentalement à la base de la pensée d'Aristote, qui était de dire que l'unité élémentaire de la vie politique, c'est pas l'individu, comme le pense le libéralisme, mais c'est la relation. Voilà ce que disait Aristote. C'est la relation. Et donc on est deux, on est une famille, on est un village, on est une assemblée de villages, on est une cité, on est un pays, etc. C'est ça que pensait Aristote. Et c'est ça la politique. C'est l'être ensemble. L'unité fondamentale de la politique, c'est la relation, c'est pas l'individu. Et donc une institution du commun devrait tout simplement revivifier cette intuition-là pour que, et c'est ça le but, pour que le système arrête de se reproduire automatiquement. C'est ça le but d'une institution. Parce que c'est ça le drame d'aujourd'hui. C'est qu'au fond, tout ça, tous ces mécanismes que je vous décris ici, de l'emprise du système, s'imposent à nous automatiquement. Vous le savez très bien. Le système de l'évaluation, qui me semble être un excellent exemple, c'est imposé automatiquement à nous, sans que personne nous le demande. En fait, hein, c'est devenu un outil de gestion et finalement un outil de l'existence sociale. Et donc là, je pense qu'il y a des problèmes. Et donc il faut, en quelque sorte, ajouter il faut mettre un grain dans le rouage de ce mécanisme automatique et ajouter au minimum de la réflexivité. C'est-à-dire faire en sorte que ces questions ne soient pas s'imposent automatiquement à nous, mais que nous prenions le temps d'y réfléchir. Alors je termine. Le problème auquel nous avons donc à faire face, c'est celui de produire du commun, là où tout le système non seulement s'oppose à la production du commun, mais se nourrit même directement de la destruction du commun. C'est ce que j'appelais la fragmentation. Mais produire du commun, qu'est-ce que cela veut dire ? Sur la question des modes de vie, cela ne veut certainement pas dire désigner et imposer un mode de vie comme étant le bon. Ça, c'est une objection qu'on fait souvent. Oui, vous voulez un parlement des modes de vie, mais alors au fond, vous remplacez une tyrannie par une autre, c'est-à-dire la tyrannie du système par une tyrannie de ceux qui vont décider de quel est le bon mode de vie. Non, il ne s'agit pas du tout de ça. Produire du commun, ça veut dire instiller de la réflexivité, de la pensée, de la critique, enrayer la reproduction automatique du système. Je crois qu'avec Stigler, tout est fait aujourd'hui pour abolir la réflexion, pour renoncer à la compréhension, pour estomper toute critique. Et il me semble que dans cette perspective, si on prend ce diagnostic au sérieux, il me semble certain que, par exemple, dans les scénarios institutionnels à envisager, les outils numériques ou les réseaux sociaux, qui sont des produits emblématiques de nos modes de vie, ont un rôle ou auraient un rôle de premier plan à jouer dans cette recomposition politique du commun. C'est pourquoi je parle d'un parlement des modes de vie, mais d'un parlement virtuel des modes de vie. Et ce serait d'ailleurs joyeusement ironique, que de retourner les évolutions actuelles de nos modes de vie, qui sont automatiques, de retourner donc ces évolutions des modes de vie qui ont donné lieu à la naissance d'Internet, par exemple, les retourner contre la manière dont ces modes de vie évoluent. Bon, il y a plusieurs difficultés, donc je n'entends pas ignorer non plus les difficultés. Hein. Par exemple, je vous donne une difficulté, parce que je veux conclure, là, j'abuse de votre patience, mais par exemple, il y a une difficulté qui est très nette pour un parlement virtuel, par exemple. C'est que Internet est un extraordinaire outil de participation et de mobilisation.
D'accord? On mobilise, vous le savez, avec les pétitions, il y a plein de choses. Très facile de mobiliser. Les printemps arabes, nous en avons donné l'exemple, etc. Donc Facebook est les réseaux sociaux en général sont un formidable outil de mobilisation et de participation. Mais ce ne sont pas des outils de délibération. Et il faut absolument distinguer ici la participation et la mobilisation de la délibération. Moi, il me semble évident qu'un outil politique devrait être un outil de délibération. Or, délibérer sur Internet, c'est quelque chose de difficile. Et donc là, c'est là que je dis, il faut faire travailler notre imagination institutionnelle, trouver des dispositifs. Et c'est tout un domaine de recherche. Hein. Ils existent. Il y a plein de solutions qui sont proposées précisément pour favoriser cette délibération. Et donc, je conclus. C'est ça le défi théorique, à la fois théorique et pratique, si vous voulez, que nous lance aujourd'hui la politique du commun. C'est d'articuler cette politique du commun, cette future politique qui n'existe pas encore, l'articuler aux droits démocratiques fondamentaux auxquels nous tenons avec raison. Hein? Je ne suis pas en train de dire que les droits individuels, ce n'est pas important. Le problème, c'est qu'on fait de ces droits individuels l'horizon indépassable de notre politique. C'est ça le problème. Moi, je crois qu'il s'agirait plutôt de faire accéder la démocratie à un palier supérieur de l'âge démocratique en permettant la réappropriation démocratique et réflexive à tous les niveaux pertinents de nos modes de vie. Alors, je n'ignore pas les difficultés de principe, ni les difficultés pratiques qui sont liées à un tel programme, mais songeons qu'en l'absence d'un tel objectif, dans le monde robotisé et automatisé et numérisé qu'on nous prédit, ce seront de fait, les programmeurs informatiques qui auront la main basse sur nos modes de vie. Alors, il y a naturellement un prix à payer pour l'instauration d'institutions du commun. Par exemple, il faut réviser le grand partage public-privé. Je crois que c'est indispensable et ce n'est pas rien. Mais je crois sincèrement que le prix à payer serait encore beaucoup plus grand si on ne le faisait pas. Je vous remercie.